Hello, bienvenue sur Café 3D. Moi c'est Tara. Moi c'est Julie. Du coup le concept c'est en gros répondre aux questions des étudiants sur la 3D, savoir un peu le parcours des enseignants et des professionnels extérieurs, et puis savoir comment on peut rentrer dans le milieu, etc. Répondre en fait à toutes les questions qu'on se pose nous en tant que personnes qui ne sommes pas encore dans le milieu. Du coup voilà, je vous présente Rodolphe. Enchanté. Étudiant. Étudiant. Le plus vieil étudiant de l'école. Bon, voilà. On présente petit à petit de façon, donc il y a Mathieu. Je m'appelle Mathieu, je suis pareil, un des vieux étudiants de Creative Seeds. Et puis on finit par Geoffrey. Bonjour, moi je suis plus récent. Aujourd'hui c'est le podcast pour généralistes, donc un peu les profs première année. Juste pour pouvoir vous présenter, qu'est-ce que vous faites exactement dans l'école ? Eh bien, moi je suis donc prof de 3D essentiellement, généraliste. J'interviens aussi en dessin, un petit cours de dessin, Cara Design. Et puis j'interviens dans les années supplémentaires, les années supérieures, plutôt sur des histoires de concepts de personnages, plutôt au niveau du dessin, pour le coup. Ouais, plus qu'aller Cara Design, tout ça. Ouais. Okay. Au personnage. Personnage, ouais. Ok, du coup Mathieu. Je m'appelle Mathieu Milo. Moi je m'occupe de repeindre les placos, de refaire la plomberie. Je suis mentor en première année, surtout sur la partie surfacing, un peu de prévise et à l'écriture des scénarios. Je suis aussi avec les deuxième années, pas mal en surfacing. Et plus je vais dans les années au-dessus, plus je travaille sur la partie sound design de leurs films. Voilà. T'es multitask. Je suis multitâche. Comme le dit le site, le MacGyver. Le MacGyver. Pas mal. Et du coup, Geoffrey. Et moi, c'est Geoffrey, donc moi je suis surtout avec les premières années. Donc je suis 3D généraliste, un peu sur tous les ateliers en fait, tout au long de l'année. Ok. Et du coup, on avait vu, ça fait un peu depuis le début de l'école, du coup que vous êtes là, Rodolphe et Mathieu. Et il est arrivé un peu plus tard. Je suis le plus historique de l'histoire. Mais moi j'étais là, je savais que l'école dans l'ombre existait, se créait en fait, puisque avec Mathieu on travaille depuis 1999. Oh putain, l'ancien millénaire. Et en plus tu dis 1900, c'est 1999. Déjà on faisait vieux, mais alors 1999. On est des vieilles branches. Donc à l'époque, même Creative Seeds, c'était une idée dans la tête de Camille. On était allé manger avec lui, tu sais. Ouais. Mais moi j'ai rejoint plus tard en fait. Très vite, très rapidement, on a parlé que je rejoigne l'équipe. Mais c'est arrivé, dans un second temps. Ouais. Plutôt que prévu d'ailleurs, parce que à la base je devais arriver un petit peu plus tard, mais vu que l'école a connu un petit succès, j'arrive un petit peu plus tôt. Un léger succès. Et c'est 98, c'est 1998, pas 99. Voilà, 98. Mais je me souviens plus, moi, ça fait trop longtemps. T'as 27 ans. Ah. Voilà. Et Geoffrey, toi t'es arrivé vraiment il y a quoi ? Moi je suis arrivé en fin d'année dernière, c'est ma première année complète ici. J'ai commencé à intervenir un peu l'année dernière en fin d'année en renfort et puis pour donner un peu cours à l'université. Ok. Du coup, vous avez travaillé ensemble avant de faire Creative Seeds. J'ai pu voir que vous avez fait du coup beaucoup de production ensemble. Ouais. À peine. Mais du coup vous étiez à Vivement Lundi ensemble. Vivement Lundi et JPL Film, surtout JPL Film d'ailleurs. Vivement Lundi aussi, on a travaillé pas mal chez Vivement Lundi. Mais on a co-réalisé chez JPL Film. Okay. Mais après on était techniciens. Rennes c'est un petit milieu, il y a donc les gens allaient de Vivement Lundi à JPL Film. Tout le monde se connaît. Comme ça. Ici c'est deux studios très importants. Les deux studios sont vraiment deux studios qui ont eu beaucoup de production depuis 15, 16, je crois, quelque chose comme ça. Les deux entités existent à peu près depuis cette période-là. Et elles ont beaucoup produit. Et effectivement, avec Rodolphe, nous on a travaillé ensemble en Coréal beaucoup à JPL Film. Et sinon, on travaillait en technicien sur l'effet spéciaux, sur de la post-production, des choses comme ça, en 3D un peu, sur différents films, différentes productions qui étaient faites, soit chez l'un, soit chez l'autre. Et on a aussi beaucoup travaillé
sur des studios qui pouvaient être extérieurs, des studios parisiens ou des choses comme ça, ou même parfois sur des productions de commandes, en travaillant avec Orange Lab ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la production cinématographique, mais qui demandaient malgré tout. En institutionnel, institutionnel, pour faire des sous-sous classiques. Voilà. C'est important. Un petit peu. Il faut ça pour vivre. En fait, vous avez fait plein de choses ensemble, mais j'ai l'impression que vous étiez tout le temps ensemble. En fait, c'est genre un binôme inséparable. On a fait beaucoup de choses ensemble, pas tout. Pas tout. Non. Ping-pong ensemble, on a fait du plage. Des enfants. Non, effectivement, on travaillait. C'était un peu le running gag. Enfin, même pas le running gag, mais les gens se rendaient pas compte qu'à chaque fois qu'ils me voyaient moi, ils me demandaient comment allait Rodolphe, comme si on habitait ensemble. On n'habite pas ensemble, mais on se connaît effectivement, on est potes depuis 27 ans. On se détestait au début, et maintenant on s'aime bien. On a du temps à bien s'aimer. Ouais, j'ai même pu trouver du coup un petit... Un extrait de Pourquoi ils se détestent. Oui. Non, une petite interview où du coup ça disait que vous étiez un duo inséparable. C'est vrai? Ah bon? Oui. T'as trouvé ça où? Sur internet. Je me souviens, c'était avec Manu, je crois. Ah ouais? Manu Georgia. Ok. Ouais, quelque part. La preuve, regarde. D'une certaine façon, elle n'est pas complètement tort. Elle n'est pas complètement tort. Ça fait longtemps. Et pourquoi être venu en 3D en fait? Alors, vous avez fait des études et vous avez fait quoi exactement comme études? Et du coup, pourquoi la 3D? Est-ce qu'on commence par Geoffrey? Ouais, vas-y. On va alterner un peu. Pourquoi la 3D? Alors moi, mon parcours... Alors j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Je me rappelle quand j'avais 6 ans au CP, on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier. J'avais dit dessinateur d'animation. Je pense que j'avais vu un Disney, je voulais travailler dans l'anime. Et puis vers 13 ans, je crois que j'ai commencé sur le Windows 95 de mon père, à installer Blender à l'époque. Et du coup, ça a commencé là, en regardant de la 3D. Après, j'ai appris 3ds Max en autodidacte. Et après, je suis retourné plus au dessin, faire de l'anime sur After. Et puis, j'ai su que je voulais faire de la 3D en fait après. Et puis après, j'ai fait des études de 3D. Et puis voilà, j'y suis. Petite étude de 3D. C'est un peu ça le parcours. Ouais, ouais, j'ai vu que t'étais allé à Rubica du coup. Ouais, je suis allé à Rubica à Superfocom Valenciennes. Bien bossé son sujet. Ouais, c'est ça, il y a une analyse derrière. Et je suis rentré en 3e année directement. Et puis j'ai passé 3 ans là-bas. Et puis après, j'ai enchaîné je sais pas si on parle de la suite ou c'était la question. C'est comment on arrive à la 3D. On peut commencer à parler de la suite si tu veux. Parce que du coup, on a pu voir que tu avais fait des stages. Ouais, alors j'ai fait 2 stages. J'en ai fait un à Sacre-Bleu Productions sur un court-métrage de Bastien Dubois. Donc c'était à Paris. Et puis un autre, c'était à Studio AK à Londres, donc sur de la pub 3D. Et c'était assez cool comme expérience pour les deux parce que le stage à Sacre-Bleu, ça a permis d'utiliser la 3D pour faire des choses qui ne sont pas de la 3D au final. Il y avait un mélange de mocap, plusieurs techniques. Après, c'était imprimé, on redessinait, on faisait du compo dans After, etc. Et puis Studio AK, c'était cool aussi. C'était un stage où j'ai appris... c'était sur XSI à l'époque, donc j'ai dû me former dessus. Et puis c'était intéressant comme petit studio qui faisait de la pub et beaucoup de projets créatifs en interne. Et quand je suis sorti après d'école, donc très vite, on a fait partie d'un duo de réalisateurs avec Wuju, où on a fait un film dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle En sortant de l'école. Donc on a réalisé ce court-métrage-là pendant 6 mois. Et après, on faisait des projets personnels à côté, on s'est fait une bande démo, et puis on a commencé à être représenté par une agence, et puis après plusieurs autres agences qui nous ont représentés, puis on a fait des films de commande, comme ça, de films de publicité en fait. Okay. Et encore aujourd'hui, vous en faites Encore aujourd'hui, ouais. C'est cool. Ouais. Du coup, tu t'arrêtes pas. En déléguant beaucoup plus par contre, et en prenant plus de hauteur, mais Oh, c'est cool. Okay. Nice. Et après, t'es venu à Creative Seed. Voilà, c'est ça. Ça faisait plusieurs années que je donnais cours un peu dans d'autres écoles, et depuis que je suis arrivé à Rennes, j'avais Creative Seed dans le viseur, et puis maintenant je suis ravi d'être ici. Trop bien. Ouais, notamment, tu as fait prof du coup au Gobelin, à l'école de design de Nantes. Ouais. IARTUP. Ouais, un petit peu. Et ECV, à Nantes. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire prof un peu Je pense que j'ai toujours su que j'avais envie de faire ça. Quand j'étais à l'école, en tout cas de faire ça à un moment. Quand j'étais à l'école, même à Superfocom, j'aimais bien faire le tour de tous mes potes, de tous mes camarades pour aller les aider. Je faisais déjà un peu une sorte de suivi comme ça. Et je m'étais toujours projeté, un jour je ferai ça parce que je trouve ça cool. Et puis ça permet aussi de transmettre le savoir, d'avoir un lien aussi comme ça qui est intéressant.
Et puis, ça permet aussi c'est moins stressant que de taffer en 3D pour des projets clients, clairement. Et puis, c'est vrai qu'avec une vie de famille, au bout d'un moment, ça permet d'avoir une stabilité qui est cool aussi. Et de se détacher aussi de Paris. Même si moi, j'ai toujours travaillé de chez moi, donc au final, j'ai pas trop eu de problème à ce niveau-là. Ah, t'étais plus freelance du coup. Moi, j'ai toujours été freelance, quasiment tout le temps travaillé à domicile ou des fois dans un studio à Paris à Troublemakers. Mais sinon, oui, quand je travaillais pour l'étranger, j'étais toujours à domicile. Donc déménager, moi, j'étais à Paris un peu, quitter Paris, ça n'a pas été un trop gros problème pour maintenir mon travail. Donc pour le coup, c'était pas trop un argument. Je suis allé à Nantes et puis après à Rennes, plus parce que j'avais envie que... mais du coup, le fait d'être prof, ça permet de s'affranchir un peu des contraintes, d'avoir un... Parce que des fois, quand on est graphiste implanté à Paris en freelance, on est un peu pieds et poings liés aux boîtes qui sont là et ça peut être plus difficile de se décrocher quand on a notre réseau. Ouais. Et ça permet d'avoir une stabilité aussi, quoi. Et t'as pu travailler un peu du coup à l'étranger, à part ce que t'avais fait à Londres? Non, j'ai travaillé juste 2 mois à l'étranger, mais en tant que stagiaire. Après, j'ai travaillé pour l'étranger, mais de France. Okay, je suis pas allé à l'étranger. Et la boîte où j'ai fait le studio AK, où j'ai fait un stage, ils nous ont représenté à un moment en tant que réalisateur. On est une boîte aux États-Unis et au Canada aussi qui nous représente, mais on n'est jamais allé là-bas. On n'avait pas besoin en fait. On faisait les projets chez nous. Tu préférais être du coup en remote ou c'était vraiment parce que ils vous offraient on nous a jamais forcément trop proposé, puis on était bien chez nous aussi. Ouais. Pas trop loin de la famille. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais pas de besoin en fait. On faisait les projets. Quand c'est des petits projets, on faisait tout de A à Z chez nous, donc pas de besoin. Et quand il y avait des équipes, on a surtout travaillé en équipe avec une boîte sur Paris. Donc là, il y a des équipes de 4-5 personnes. Des fois, on faisait des allers-retours, on était encore à Paris. Et maintenant, on fait tout à distance en fait. Je vais même plus forcément. Ou 1 ou 2 fois. Et puis ouais, ça se passe bien comme ça. Quand on a une affaire qui roule. Est-ce que tu parlais dans Troublemaker? Ouais. C'est un studio qui s'appelle bien, mais qui nous représente à Paris. Comme une boîte de prod, un studio d'anime, qui nous représente. Donc ils font le lien entre les clients et les réalisateurs, nous. Ils représentent un panel de réalisateurs. Et quand il y a un client, une boîte de publicité qui vient les voir, une boîte de com qui vient les voir avec un projet, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des appels à projets, et en fait auxquels différentes personnes répondent. Donc on fait un traitement, on fait ce qui s'appelle un pitch. Donc on travaille pendant 1 semaine, on crée plusieurs visuels, une note d'intention pour présenter un peu notre vision du projet et répondre dessus comme un appel d'offres pour un architecte. Et puis après, il y a une sélection qui est faite. Et du coup, ce studio-là, en fait, met en relation les deux et ensuite fait toute la production derrière, embauche les graphistes, le matériel, et puis c'est le studio, en fait. Et du coup, ça continue. Ouais, c'est ça qui fait le suivi, les relations clients, et puis gère la production. Au niveau de la taille de la boîte, vous êtes... ça va? Vous êtes genre... c'est une petite boîte, du coup... Troublemaker ou moi? Parce que c'est pas ma boîte. Parce que je parle du coup Troublemaker... c'est un effectif variable. C'est pas très grand. Okay. Ça peut être une dizaine de personnes. Ça peut être un effectif plus réduit. Ok. Ça fluctue au gré des productions. Oui, parce que vous êtes que 2. Nous, on est que 2. Oui. On est que 2, Vous êtes à votre compte et vous créez des projets et puis les gens vous suivent dans vos projets. Et voilà. Oui, c'est ça, Bah, du coup, je pense qu'on peut passer à Mathieu. Si tu as trouvé où est mon cursus, t'es très balèze, alors, mais j'y crois pas une demi-seconde. Non, j'ai juste eu MJM. Juste eu la MJM 1993. Vache, je sais même pas comment tu le sais. Ah oui. Je suis rentré à la MJM parce qu'ils avaient un fascicule où il y avait marqué cinéma d'animation. Et que moi, aussi loin que je remonte, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, j'avais dit je vais faire des dessins animés. Ce qui avait beaucoup plu à ma conseillère d'orientation à l'école qui m'avait dit non mais comme vrai métier. Donc voilà. Je pense qu'elle est plus là, mais merci la conseillère. Merci la conseillère comme vrai métier, cinéma d'animation. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça et je suis rentré parce qu'il y avait un fascicule de la MJM qui disait formation au cinéma d'animation. Donc je suis rentré à la MJM en 93 après un cursus musical beaucoup plus, pas du tout dessin, mais je dessinais beaucoup. Et quand je suis arrivé à la MJM, je me suis rendu compte que d'une, il n'y avait pas de formation au cinéma d'animation. La MJM, c'est pas bien. À l'époque, parce que moi j'y ai cru. Et du coup, non, j'ai une formation de graphisme publicitaire là-bas où on m'a appris que l'aérographe c'était l'avenir de demain. À l'époque où Photoshop commençait à arriver, donc je me suis dit, ouais, l'aérographe, ça doit sûrement être l'avenir.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Photoshop, parce que je me disais je vais plutôt utiliser un truc pas d'avenir mais de passé, donc je vais prendre Photoshop et je vais laisser l'avenir de l'aérographe de loin. Donc voilà, j'ai commencé à me former un peu à Photoshop, aux ordinateurs, j'ai commencé à mettre les doigts dedans, et la deuxième année d'AMJM où j'ai vu que j'ai commencé à filer des cours à la prof qui devait filer des cours de Photoshop, je me suis dit je vais arrêter de dépenser de l'argent et de rien faire. Donc j'ai quitté l'école, j'ai dit bah tant pis, je vais travailler ailleurs, j'ai travaillé en laborantin photo, donc j'étais tireur-filtreur. Okay, ouais. C'est pour ça que je te disais, si tu le trouvais, celui-là, il était balèze. Donc j'étais tireur-filtreur dans un laboratoire photo qui consistait à développer des pellicules et puis à tirer les films sur papier et photo. Et j'avais un copain dont le frère travaillait à JPL Film sur une série, enfin sur un film qui s'appelait Thaddeus. La série s'appelait comment, le truc de Little Bear là, de Bertrand Tavernier, c'était... Thaddeus, c'était 10 films, je sais plus, c'était contre le racisme, quelque chose comme ça. C'était 10 films, 10 films contre le racisme. Je sais plus, mais je l'avais vu Thaddeus. Ouais. Pas mal. 10 films contre le racisme, donc Thaddeus en était un, je crois que c'était Bertrand Tavernier qui avait fait 10 films contre le racisme. Thaddeus c'était un film parmi... Bertrand Tavernier était producteur. Était producteur, oui c'est ça. Little Bear. Little Bear Production. Et donc du coup j'avais bossé là-dessus, il cherchait quelqu'un qui découpait de la mousse, parce que c'était un film qui était fait en multiplan, donc c'est une technique avec des plaques de verre sur lesquelles on met des mousses qu'on anime. Et moi j'avais dit que j'étais super balèze en découpage de mousse, parce que je m'en foutais, je voulais travailler là-dedans, donc j'étais prêt à dire à peu près n'importe quoi. Et comme j'étais plutôt manuel, ça va, je m'en suis sorti. Et de fil en aiguille, Rodolphe, lui, vous allez voir, le chemin, c'est à ce moment-là où le chemin va être à peu près parallèle, lui a travaillé en storyboard, c'est là qu'on s'est rencontrés, et puis derrière, de fil en aiguille, on a rebondi. On a travaillé sur plusieurs productions, on a travaillé sur Petra Lares, qui était World Game en anglais, qui était une série de 100 épisodes de je ne sais plus combien de minutes. Une minute, je crois. Je sais plus. Petite série courte en stop motion, énormément de stop motion, l'informatique n'était pas encore arrivée. C'était très très étranger aux petits studios. Il y avait que les gros studios qui avaient les moyens de se payer ça, et aux alentours des années 2002, 3, 4, 5, on a commencé à pouvoir s'acheter des ordinateurs chez Carrefour, qui pouvait faire de la production avec un peu d'effets spéciaux, un peu d'after, un peu de machin, et ça tournait. Et donc du coup, les studios ont commencé à pas mal s'équiper, et ces petits studios-là, Rodolphe était comme moi en fait à ce moment-là, ils n'avaient pas les effectifs sous la main pour utiliser ces technos-là, et donc ils n'avaient pas de formation, et puis nous on dit, nous on sait un peu. J'avais commencé 3D Studio Max, je devais être en 1993, un truc comme ça. 3D Studio, d'ailleurs, ça s'appelait pas Max, c'était 3D Studio, après j'ai utilisé Lightwave, j'ai utilisé Softimage, bref, plein de logiciels, Bryce, des trucs d'arrière-grands-parents. Bryce, personne n'en entend plus parler du tout. C'est ça. Tu aussi, t'as joué avec. Bryce aussi. Et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, nous on s'est retrouvés à engranger le fait de se dire génial, il y a des gens qui savent faire un peu d'after, des effets spéciaux pour gommer les fonds verts, pour gommer les fils, parce qu'en stop motion on utilise beaucoup de fils pour faire pendre des personnages en l'air, des choses comme ça. Donc on s'est retrouvés à bosser là-dessus, et puis en 2007-6, on commence avec Rodolphe à se dire vas-y, on ferait bien un truc. Et on a commencé à coécrire Tendres Agneaux, qui était à la base une série qui était destinée à France Télévisions. C'est France 3, oui, tout à fait. C'est France 3 qui avait acheté cette série-là. Il y avait 28 épisodes de 1 minute. Et puis le truc s'est fait, ça s'est même très bien fait. Le France 3 était super content. Et dans la foulée, donc on a continué à travailler en beaucoup de concerts sur différentes prods et peu en réal, enfin pas en réal de base. Et en 2010, je crois, Gulli s'est intéressé à la série et a commandé 100 épisodes de 1 minute de Tendres Agneaux. Donc là, on a fait une plus grosse réal. Ça restait des budgets très 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 petits. C'était des tout petits budgets, de petites prods, de petites boîtes rennaises, mais qui avaient en tout cas l'ambition de faire les choses bien. Et puis la série, en fait, a vachement bien marché puisqu'elle s'est vendue dans 43 pays dans le monde. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Mais je connais pas du tout. C'était vraiment un truc qui se mettait entre les... Ouais. Comment ils appelaient ça? Des pastilles. Ouais, c'était une pastille, mais c'était pour boucher les trous, en fait. Dans les programmes. Par paquet de 5, je crois. Ouais, 4, 5, par moment 3, quand ils avaient quand tu prends du retard dans ta journée de programmation, tu dis j'en mets que 3, comme ça je récupère 2 minutes, donc c'était facile à gérer. Donc ça s'est vendu, ça s'est vendu à VRAC TV au Canada, qui est une très grosse chaîne canadienne, ça s'est vendu à Vatican TV, ça s'est vendu à Al Jazeera TV, le même jour que Vatican TV, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Voilà, donc il y a eu, et de fait on a très bien, on a vécu là-dessus avec Rodolphe pendant plusieurs années en fait, où on touchait des droits d'auteur annuellement, et puis après on a refait une autre série qui s'appelait Labogenius. Et on continue à écrire des séries toujours
Aujourd'hui, on en a encore 2-3 sous le coude. On aimerait bien refaire un Tendre aux agneaux un peu plus contemporain. On verra. Bref, on verra. Mais en tout cas, il y a plein de petits projets comme ça. Alors, du coup, Tendre aux agneaux, c'était un peu genre votre idée à vous, du coup Complet. Vous avez travaillé que tous les deux dessus ou Que tous les deux. Il y on avait avait une personne équipe, à ce moment-là, et après, on a eu une équipe. Après, Pour le développement, on était que tous les deux. Non, mais après, oui, non, il y avait. On avait une équipe. On avait une équipe de 6, entre 6 et 10 personnes à peu près. Ça aurait été chaud de faire ça juste à deux. Par contre, c'était que des étudiants. Ah ouais. On a eu que des étudiants. Sur le seniors, des juniors. Pas sur le premier. Sur le premier, c'était Thibaut, c'était David, c'était Vincent. Ils sortaient d'études. Enfin, voilà. Oui, pardon, junior, oui, je disais que des étudiants des sorties d'études, oui. Non, pas des étudiants pendant qu'ils étaient en études, mais oui, t'as raison, junior. Et Geoffrey, t'as pas vu passer ça sur la télé Non, ne regardez pas, c'était pas le public. C'était pas le public visé. Si vous regardez, ça pique. J'ai jamais vu. Si tu regardes un épisode, ça se voit que c'est un peu vieux. Oh, à peine. Non, mais on se vexe pas, on ne se vexe pas. Faut dire c'est 2004. Après, on pourra regarder plus tard, on pourra même passer un extrait. Oh là là, mon Dieu. Alors, tu peux trouver des extraits en russe parce qu'on s'est fait pirater par les Russes. Incroyable. Ouais, je sais même pas si c'est je sais même pas si c'est bien de le passer. Ne faut pas avoir honte, ça montre le parcours. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans. Vous avez dit que vous alliez en refaire un plus moderne. C'est ça, il fallait faire un épisode de 1 minute, vous qui faites un peu de production, vous vous rendez compte, il fallait faire un épisode de 1 minute par semaine, modélisé, texturé, rendu, animé, en vrai, c'est chaud, sorti, composité, sonorisé. Et on n'avait pas les machines que vous aviez. Non, et on avait des PC d'il y a 20 ans. Nous, maintenant, on fait 6 mois, 1 minute. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais, on est là-dessus. Ouais. Ok, super. On a hâte de voir le plus moderne. Bah, grave. Faudra nous dire quand c'est ça. Ils ont doublé le russe. Ils étaient piratés par les Russes. Donc, mon parcours. Bah oui. J'ai fait Rennes 2, une fac d'art plastique. Et parallèlement, j'ai fait une fac d'art du spectacle. T'as fait les deux en même temps ? Ouais, en fait, j'avais un module un module d'art plastique et 2 modules d'art du spectacle, option ciné. Et en réalité, très vite, la fac c'était à l'époque c'était très très théorique. Et il y avait un peu de pratique en art plastique quand même. Donc je suis allé en 2e année, puis j'ai pas persévéré, donc j'ai pas passé mon diplôme. Et j'ai essayé de percer en BD. Je faisais beaucoup de dessins. Ça a vivoté pendant un temps. Moi, je voulais faire de la BD à la base, enfin en tout cas ou de l'illustration, donc j'ai fait un peu tout ça. Ça a vivoté, et puis un jour, je suis tombé sur un de mes copains de promo, en fait, qui est réalisateur de dessins animés aujourd'hui, là. Benjamin Botella, il s'appelle, qui me dit « Ouais, on cherche un animateur, etc. » Enfin, quelqu'un qui dessine, en tout cas. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à JPL Film sur le film Thaddeus, où je suis devenu animateur, où j'ai fait de l'animation en 2D. Je commençais comme ça. Et puis ensuite, on a fait Petra Larez, ouais, c'est ça. Jeu de mots en breton. Ça veut dire jeu de mots. Et donc ça, j'ai fait des storyboards et j'en ai fait peut-être 80. Autant vous dire que c'était mon 2e taf, j'étais tout jeune, j'étais nul. J'étais pas très bon en story, enfin j'étais nul, je connaissais un peu quoi, mais j'avais de la théorie mais j'avais absolument pas de pratique. Il y avait un réalisateur à l'époque qui s'appelait Laurent Gorgiard, qui était un des co-réalisateurs de la série là, qui m'a bien pris en main. Et ensuite il y a eu un autre gars, Vincent Chassé il s'appelle, qui avait fait Les Gobelins et qui est un super dessinateur, super storyboarder, et lui il m'a vraiment formé. Il m'a vraiment formé pour le coup. Donc il m'a appris le métier, moi j'avais juste les bases sorties de fac. C'est vraiment, t'es arrivé à ton taf et ils t'ont dit storyboard et tu savais pas quoi faire. Je savais quand même découper, etc. Mais non, mais je savais. On était néophytes quoi. Non, mais en fait, faut pas croire que quand tu sors de l'école, tu sais beaucoup de choses. Enfin, à l'époque, en tout cas, les formations, elles n'étaient pas aussi spécifiques que la vôtre. C'était très général, etc. Donc, moi, j'avais pas fait les beaux-arts parce que voilà, puis j'avais pas l'argent moi, pour aller à Paris ou quoi. Moi, je suis parti de chez mes parents. Voilà, je me suis débrouillé tout seul, je bossais, j'ai payé mes études et tout ça.
Donc c'était pas dans le champ de vision, il n'y avait pas d'école comme ça. Elles étaient plus rares. Et voilà. Mais après, moi j'ai appris dans les bouquins, quoi. J'ai bossé comme un fou le soir, le week-end. En studio, je n'ouvrais pas, j'écoutais juste ce que les plus vieux avaient à me dire. Et je bossais comme un âne. Mathieu, il a fait ça aussi. On a bossé fort pour y arriver. Pour rattraper le retard. Ben ouais. Et au bout d'un moment, en fait, quand moi j'ai fait le tour d'un peu tous les postes là qui m'intéressaient, et que je me suis mis aussi à la 3D parallèlement à ça, j'avais fait des formations. Moi, j'ai réalisé mon premier film. Je l'ai envoyé en plénière au CNC. Il est passé en séance plénière. Donc, on a eu un petit budget pour faire le film. Et j'ai eu un premier prix, un prix de la première œuvre au Festival d'Espinho au Portugal. C'est l'équivalent portugais d'Annecy, en fait. Ok. Et, j'allais te demander il était malade. J'étais malade. Ouais, et j'ai pas pu travailler sur son film. non, je je suis dégoûté. Et voilà. Et donc, ça a bien lancé le truc. Et après voilà. C'est en partie d'ailleurs, dans ce qu'il dit, il y a une partie de ce qui a pu nous motiver à aller à Creative Seeds aussi. Et à faire en sorte que Creative Seeds soit ce qu'il est. C'est qu'il n'y avait pas de formation qualitative, il n'y avait pas de formation, soit c'était des formations très très coûteuses, certaines étaient qualitatives mais très loin, mais en local il y avait beaucoup de paillettes et très peu de résultats et en fait il y avait beaucoup d'élèves, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont dépensé de l'argent dans ces formations-là sans jamais en tirer quoi que ce soit, sans jamais sortir avec une quelconque connaissance liée au cinéma d'animation, ou en tout cas à ce que les formations prétendaient soutenir comme formation. Et voilà, c'est une partie de ce qui a motivé le fait de se dire, voilà, si on fait les choses comme ça, essayons de les faire bien et de former vraiment les élèves à avoir un niveau de qualité suffisamment élevé. Ça n'assure pas de trouver un travail, c'est pas ça qui assure le travail, mais parce qu'il y a plein d'autres domaines qui jouent là-dedans, il y a plein d'autres éléments qui jouent, le fait d'avoir de l'assurance, le fait d'avoir du bagou, ça peut jouer dans le milieu professionnel, aussi injuste que ça puisse paraître, il n'y a pas que la qualité technique qui joue, mais en tout cas, au moins, on a une certitude, c'est que vous sortez avec un bagage technique qui est solide et qui vous permet de ne pas être surpris si vraiment vous finissez par le baguer, etc., trouver un poste, parce qu'on vous assoit, je sais plus qui c'est qui me disait, un des retours qu'il avait eu du tissu professionnel, c'était que les élèves de Creative Seeds étaient plug and play. C'était pas péjoratif dans le sens, c'était dans le sens où on les met à un poste et ils savent faire, quoi. Et ça fonctionne. Il n'y a pas à leur tenir la main et aller. Donc du coup, c'était vraiment en partie ça, c'est-à-dire que ça donne une sorte de crédibilité aussi. Nous, à l'époque, il y avait ça, fallait qu'on soit efficace tout de suite, mais c'était pas aussi évident. Je bossais tard tous les soirs pour avoir, en plus du boulot. Mais non, c'est là, mais pour avoir le niveau, Je sais bien, tu sais, il pourrait mettre une petite musique. Non, pas du tout. Non, c'était cool. Moi, j'étais content de faire ça, quoi. Et puis on n'avait pas tous les tutos parce qu'il n'y avait pas internet. C'est sûr que il y avait internet si ça existait, mais il n'y avait pas de vidéo. C'était. J'ai rien dit. C'était beaucoup plus niche avant. Le domaine de la 3D. Oui. C'était pas moi, mon premier film, c'était pas en 3D. La 3D, non, c'était la stop motion. En local, je pense que c'est la première production 3D qu'il y a eu. Tendres Agneaux. Parmi les premières productions 3D sur des petits studios comme ça. Je dis petits studios, c'est pas péjoratif, c'est pas pour dire que JPL Film est un petit studio, mais c'est parce que je le compare quand tu vois Illumination, qui sont c'est des machines de guerre. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des trucs plus cossus, pardon. Mais c'est vrai que JPL à l'époque, on était à l'époque de Tendres Agneaux, mais il y avait une vingtaine de personnes qui tournaient, qui travaillaient régulièrement, donc il y avait de la production. C'était un studio qui travaillait beaucoup, comme Vivement l'a dit d'ailleurs, qui arrivait à faire plein de productions sur lesquelles pas mal de gens du tissu rennais travaillaient. Mais oui, par contre, avec pas l'idée de se dire vas-y, on fait une série en 3D. C'est une blague, quoi, tu vois. Personne n'y allait. D'ailleurs, personne n'y allait. On y allait au culot. Comment elle s'appelait cette jeune fille qui a envoyé? C'est un coup de bol, en plus, parce que c'est pas le producteur à l'époque qui l'a envoyé. C'était une stagiaire qui l'a envoyé au CNC en se disant ça a l'air sympa. Elle l'a envoyé au CNC et on a récupéré le sélectif. Donc c'est des aides en fait que le CNC attribue. Il y a des aides qui sont un peu automatiques, puis il y a des aides où c'est on va prendre un projet qui a l'air d'être un peu solide. Et elle a envoyé notre dossier en loose day, quoi, sans rien dire. Et en fait, on a reçu la réponse du CNC disant qu'il est passé au CNC et qu'on avait eu les aides. Donc à ce moment-là, la production s'est lancée. Elle ne se serait jamais lancée si cette stagiaire, Maude,
Non. Ah oui, il y a quelque chose Maud. comme ça. Maud, ouais, quelque chose Je comme crois. ça. Bref. Des fois, il faut y Merci, aller au Maud. culot. Ouais, grave. Exactement. Mais ouais. Parce qu'au final, du coup, toi, t'as un peu abandonné ton projet d'illustrateur de BD. BD, hein. Bah, je pense que c'est une Ouais, mais continuation. en réalité, pour tout vous dire, ouais, parce que quand j'ai découvert le cinéma d'animation, c'est mieux. Non, mais c'est mieux parce que on gagne mieux notre vie, en réalité. On travaille en équipe, et ça c'est chouette. Il y avait plein d'arguments qui faisaient que l'animation, c'était le cinéma d'animation, c'était ce que je voulais faire. Et puis, en réalité, c'est simple. Très vite, moi j'ai su que j'étais à ma place parce que ça marchait, quoi. Ouais. La BD, c'est un encore plus petit milieu. Ouais, oui. La BD, c'est Ouais, puis la BD, très peu d'élus. c'est un truc de besogneux, quoi. oui. Moi, j'avais un prof de dessin, j'avais un prof belge illustrateur qui, lui, du coup, a réussi un peu à percer et tout, mais... Ouais, mais Ils Ils sont pas nombreux. ils sont pas nombreux, c'est sûr. C'est sûr. Et même, des fois, tu réussis pas autant. Ouais. Enfin, t'es pas. Ouais, et puis faut le talent aussi. Moi, je suis pas certain d'avoir eu le talent. Bon, tu dessines bien, tu te défends quand même. Ouais, non mais non mais pas entre- mauvais. non, non, mais Il est pas mauvais. non mais très sérieusement, entre être pas mauvais, être pas trop mauvais, on va dire, et pouvoir prétendre à être dans le haut du panier, non, il y a un gap. Parce que des pas mauvais comme moi, il y en a des centaines, voire des milliers. Les très bons qui percent, ils sont un peu plus rares quand même. Donc ça, faut reconnaître ça, faut pas, Ouais. je veux dire, voilà, faut être réaliste et tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, T'es mauvais, Jack. Petite question qui fâche, mais c'est du coup, à l'époque, la 3D c'était pas très connu et du coup. Ah si, il j'étais y avait- connu quand même. Enfin, Pas avec les autres studios, mais ouais, pas... c'est ça, mais en mode, il n'y avait pas énormément d'écoles, du coup, comme vous disiez, qui formaient Non. les gens et tout. Oui. Et depuis, on va dire, je pense 2020, enfin, surtout le Covid, quelque chose comme ça, il y a eu une explosion, on va dire, Ouais. d'écoles qui s'est créée autour de la 3D, autour de l'animation. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose parce que ça fait connaître un peu notre métier? Ou est-ce que c'est Non, complètement c'est pas juste nécessaire? C'est pas une bonne chose. Ouais, c'est pas nécessaire. En réalité, pourquoi il y a des écoles qui se sont créées? Parce qu'il y avait un marché. Il y a un marché. Et il y a des gens, dont on ne sait pas le métier, qui se sont dit « Ah, il y a de l'argent à prendre ». Et donc, ils ont monté des écoles. Voilà, c'est tout. C'est pas une bonne idée d'avoir, je sais plus, il y a combien d'écoles aujourd'hui. C'est pas une bonne idée parce que qu'est-ce que ça fait? Ça inonde un marché qui est déjà en mode saturation. Donc avec des fluctuances, et les fluctuances du marché de l'emploi de l'animation, ça a toujours existé. Hein. Nous, on a connu dans nos carrières des moments où il y avait moins de boulot, des moments où il y en avait plus, et voilà. Mais en réalité, non, c'est pas une bonne chose, quoi. Et du coup, pour toi, tu as l'impression que les fluctuations, enfin, les moments où il y a de moins en moins de boulot et il y en a des moments où il y en a plus, est-ce que le gap il est beaucoup plus fort qu'avant ou c'est vraiment juste... J'ai pas l'idée parce que c'est vrai que nous on n'est plus trop en prod, donc moi j'ai pas l'idée. Il y a toujours eu en fait des fluctuations. Aussi loin que je me souvienne, il y a eu 2003, il y a eu une renégociation des statuts d'intermittents, donc ça a créé un creux de la vague, c'est reparti très fort, puis en 2008-2009, un truc comme ça, il y a eu le crack. Et puis des crises financières. Il y en a eu pareil en 2014, je crois, des choses comme ça. Et c'est assez cyclique. La seule particularité qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a plein d'éléments qui sont liés en plus. C'est-à-dire, il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu les banques qui ne prêtaient plus d'argent, donc les productions ne se faisaient plus. Il y a eu la grève des scénaristes, la grève des réalisateurs, le fait qu'il y ait beaucoup d'écoles, donc beaucoup de gens formés, pas forcément bien, mais tu as beaucoup de gens sur le marché quand même, donc il y a beaucoup de demandes. Tu as la personne qui avant recevait peut-être 10 CV ou 10 demandes pour un poste, il y en a 200 maintenant qui tombent, donc il va peut-être zapper les 10 qui étaient les bons d'avant, ils vont se diluer dans les 200, il va peut-être en prendre un qui sera peut-être pas le meilleur, mais
Du coup, ça bouche le marché. Enfin, tu as des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Je parlais tout à l'heure du bagou et de l'injustice de ne pas forcément être celui qui est bien formé, qui est embauché. Je suis persuadé que dans ces écoles-là, il y en a qui forment très bien. C'est pas pour... Le but du jeu n'est pas de cracher sur toutes les écoles. Il y a énormément d'écoles qui forment très bien. Il y a énormément plus d'écoles qui ne forment pas, qui forment mal, dont c'est pas vraiment le métier, qui payent même mal leurs profs, donc les profs sont pas spécialement motivés à bien former les élèves, etc. Bref, ça c'est une autre histoire, mais ça participe de ce jeu-là. Et en fait, oui, les élèves sortent et il y a une masse trop importante qui sort. Ce qui fait que y a des élèves qui se barrent. Vous voyez bien ici, vous en voyez un paquet d'élèves qui viennent des autres écoles. Au moins, ça c'est un truc dont juste nous en fait. Par exemple, vous en faites partie toutes les deux. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait d'autres écoles, qui ne connaissaient pas Creative Seed parce que c'était une petite école. Et le jour où elles sont venues là, elles se sont dit ah ouais d'accord, c'est ça en fait, être formé au métier du cinéma d'animation. Et on récupère plein d'élèves de toutes les écoles. Creative Seed, c'est encore une école assez récente, et moi c'est bouche à oreille qui a marché pour moi. C'est ça un peu. Là il y a un peu plus de com, j'ai l'impression au niveau de l'école, on voit un peu plus de... les rookies, ça a aidé, le prix des rookies qu'on a eu de meilleure école d'animation mondiale, ça te fait un peu de la... Ça fait un peu de pub. Ouais, ça te fait un peu gonfler la tête pour la blague quand tu arrives le matin, mais c'est surtout qu'après tu te dis au moins ça veut dire que le travail est reconnu, donc on reconnaît le travail des élèves, puisque la particularité des rookies, c'est que c'est pas l'école en tant que marque, en tant que label qui signe, c'est les travaux des élèves. Donc c'est encore plus gratifiant en fait quand ça passe par vous que quand ça passe par nous. Oui, et puis on reconnaît l'enseignement qui est derrière aussi. D'une certaine façon. Et vous le sentez un peu le fait que du coup l'école commence à prendre un peu en notoriété au niveau de votre taf ou même non. Je sais pas si oui, enfin tu vois dans les retours qu'on a on a plus de retours des studios ou de grosses boîtes etc. qui nous disent c'est vachement bien. Par exemple la soutenance qu'il y a eu, il y a plein de studios qui sont venus et qui aujourd'hui dans leurs paroles c'est induit que chez eux que ils savent que quand il y a des élèves d'ici ça fonctionne bien, qu'on est respectueux de votre état de santé aussi, au-delà de la formation, parce qu'il y a eu dans l'histoire des écoles de cinéma d'animation, des écoles qui pressurisaient un petit peu les élèves. Je ne sais pas du tout. Je me demande totalement c'est pas vrai, c'est carrément faux même. C'est une légende. C'est une légende. Et du coup, et c'est dangereux. C'est dangereux à plusieurs titres, là, pour la peine. Le premier titre évident de la santé des élèves, et au deuxième titre de se dire, mais c'est une méthode de formation qui est quand même très discutable, de se dire, on va essayer de décrémer au maximum, on va presser tous ceux qui se cassent la gueule, c'est pas grave, c'est de la chair à canon. Et puis même juste après, même si t'as réussi, en fait, t'es quand même un peu cassé derrière. Et pour peu, et puis en plus, ils ont communiqué là-dessus. Enfin, j'ai un copain qui a fait une école, je ne citerai ni l'école ni le copain pour ne mettre aucun des deux dans une mauvaise situation, mais qui est allé dans une école qui n'était pas formée et puis qui était très très bon, et il y a un moment il a juste dit non mais moi je veux faire mon film, foutez-moi la paix, et l'école a dit très très bien, il a fait un truc, il a fait son film de fin d'études, ce qui a cartonné, qui est un film qui a été très très vu sur toutes les plateformes confondues, qui a même intéressé des gros groupes comme Amazon ou des choses comme ça, et à partir du moment où lui a été reconnu et où son nom est sorti, l'école s'est vantée de l'avoir formé, quoi. Et l'école fait son beurre sur le fait de dire oui, c'est un élève de chez nous, alors qu'ils lui ont foutu de paire royale. Ils ont juste dit écoute, on prend ton chèque et puis tiens, voilà un bureau, voilà des ordi, travaille là-dessus, quoi. C'est la face la moins glorieuse de nos formations, de nos certaines écoles. Ouais. C'est un peu catastrophique sur certains points. Ouais. Surtout après, comment est-ce que tu reprends le travail alors que t'es un peu cassé derrière? Alors tu te dis j'ai fini l'école mais j'ai envie d'un répit, en fait j'ai pas forcément envie de retourner dans une industrie où ça se trouve c'est comme dans mon école alors que ça se trouve pas du tout, je pense que l'industrie est quand même assez différente, je connais pas du tout. Toi t'en as vu plus toi. Ça dépend Après moi j'ai pas travaillé beaucoup dans des studios en tant que graphiste, en tant que technicien. Moi j'ai surtout travaillé sur mes projets, du coup c'est assez spécifique quand même, j'ai fait ça un tout petit peu au début, mais moi, je pense que le moment où j'ai le plus travaillé, c'est quand j'étais à l'école, pour le coup. Je faisais j'ai jamais fait de nuit blanche, mais je travaillais tard le soir, tous les soirs, tout ça. Et après, quand j'étais en prod sur mes projets, je travaillais aussi tard, mais je maîtrisais mon temps et j'ai jamais fait de charrette, j'ai toujours rendu à l'heure, je planifiais mon truc. Et du coup, j'ai pas forcément travaillé en tant que technicien dans beaucoup de studios où j'ai subi une charge de travail comme ça, en fait. Donc c'est pas forcément représentatif des studios de ça, ouais.
Parce que du coup, je gérais mon temps et puis je m'arrêtais là où je voulais, enfin là où le client ça voulait, et puis aussi à mon niveau d'exigence. Oui. Et du coup, j'ai jamais fait de nuit blanche, tout ça, donc... Où tu savais où il fallait t'arrêter et pas Oui, c'est exagérer pour tirer sur la corde. Et puis t'as personne derrière pour tirer sur la corde pour toi, pour te dire qu'il faut continuer. Ouais, bah après, t'as le client quand même qui a une exigence. Oui. Mais disons que... Ouais. Surtout au début, quand tu sors d'école, t'as envie de faire tes preuves, faut faire ta bande démo. En tant que réal, faut que tu fasses des projets perso pour te vendre, etc. Du coup, j'ai beaucoup travaillé au début, mais plus aussi pour nourrir et puis d'un point de vue personnel pour faire sa bande démo en fait. Et puis après, plus ça va, plus t'es installé, plus tu peux lâcher un peu le pied et puis trouver un mode de vie plus sain, quoi. Ouais. T'aimerais bien travailler dans un grand studio après ou Non. C'est pas ta cam, ça. Non, pas du tout. Non. J'aime bien être tout seul. Autant quand j'étais étudiant, travailler dans les gros studios, ça me faisait rêver. Et puis après, j'ai compris que ce que j'aimais, c'est toucher à tout, être généraliste et faire de tout, mais pas trop longtemps. Okay. C'est clair, hein. J'aime bien faire un peu de modé, un peu de rig, un peu d'anime, un peu de compo, un peu de lighting, mais quand je fais ça 2 mois de suite, ça me saoule. Et du coup, quand je faisais mes projets un peu seul ou en toute petite équipe de A à Z, bah, c'est ça qui me plaisait. Parce que je faisais du storyboard, de l'animatique, de la modé du rig, enfin tout ça. Pas ultra poussé parce que je suis pas spécialiste, mais je touchais à tout. Et c'est vraiment ça qui me plaisait. Et ce truc-là, je sais que je l'aurais pas trouvé dans un grand studio. J'aurais pas aimé. Puis j'avais la liberté créative aussi d'avoir des choix qui impliquent le produit fini. Et on est sur un créneau de film plus illustratif avec un look plus 2D. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse équipe pour faire les projets aussi. C'est pas des gros projets blockbuster ou ultra réaliste qui nécessite plus d'équipes. Donc le look des projets qu'on fait permet aussi d'être en équipe plus restreinte et vraiment toucher à tout. Moi, c'est ça qui m'a plu. J'aurais pu faire ça aussi en tant que généraliste dans des petites boîtes de pub et tout, mais le côté faire partie de la création, un peu autonomie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Puis ça a marché, on a eu l'opportunité de le faire et puis après c'est un peu... Ouais. J'avais pas forcément décidé de faire ça à la base, on a commencé à faire un projet, ça a marché, après on a fait des projets perso, on a été rappelé, puis après ainsi de suite, on se dit en fait ça peut marcher, c'est cool, autant continuer quoi. De travailler sur ces projets en fait, c'était quand même assez chouette. Non, pas de gros studio pour moi. Et t'as eu des projets où c'était un peu ric-rac niveau temps, vous étiez vraiment bien organisé? Genre un projet où t'as pas su gérer ton temps. Toujours nickel. Non, mais en vrai, on n'a jamais rendu de projet en retard. Et... Non. Ça veut dire on a été un peu ric-rac à un moment donné, mais on s'en est sorti. Non, en vrai, j'ai pas trop eu ça, parce que j'ai pas accepté des trucs qui étaient impossibles. Tout simplement. T'as su mettre une limite, genre là où ça peut... Si tu maîtrises bien ton sujet, tu sais où se situe la limite. En fait, tu sais que quand on te demande des trucs impossibles, tu dis non. Ouais. Tu dis moi je peux vous le faire, mais ça va me prendre 10 jours. Puis travailler... On en a que 5, voilà, je vais faire que la moitié en 5 jours. J'ai eu la chance de travailler avec des gens, des producteurs qui étaient aussi intelligents et pas trop pressés aussi les gens. Et puis quand je recevais des demandes que je sentais pas, soit dans le style, soit dans la technique ou dans le planning, je disais non, tout simplement. Quitte à pas travailler pendant 2-3 mois parce que j'ai refusé le projet, mais il y a des fois où j'avais peut-être pas trop de taf, mais j'avais pas à m'engager sur un truc que je sentais pas. Et après, pour le coup, je me suis mis à faire du script pour pouvoir automatiser certaines tâches. Et pour le coup, travailler beaucoup plus vite et faire des projets que j'aurais pas pu faire, qu'on n'aurait pas pu faire à 2 ou en petite équipe, ça m'a quand même permis d'absorber une charge de travail répétitive qui aurait été plus compliquée sans ça. Du coup, t'as jamais eu ce truc de je vais accepter ce taf parce que là je suis ric-rac niveau argent. On l'a fait, mais pas. Disons que c'est plus dans le sens le taf est pas super incroyable, mais je peux le faire, je le fais. Mais pas des trucs impossibles techniquement. Ouais. C'était plus dans le style, des petites vidéos after, de motion design qui me font pas marrer, que je vais pas mettre dans ma bande démo. Taf plus alimentaire, on a fait des pubs pour expliquer des prix immobiliers sur After Effects pour une banque aux États-Unis. Des trucs pas fun du tout, mais ultra bien payés. En 2008, très visionnaire, prêt immobilier en 2008 aux États-Unis. En 2008, j'étais au lycée, mais mais voilà, genre de trucs qui étaient bien payés, et pour le coup, c'était cool, ça nous prenait pas beaucoup de temps, mais visuellement, on va pas les montrer, quoi. C'est plus ça. On a fait pas mal d'animes after comme ça au début. Parce qu'il faut des projets... En fait, les projets qui sont cool, des fois, payent pas, et les projets qui sont un peu nazes, des fois, payent, et du coup, c'est une balance des deux.
C'est aussi pour ça qu'on fait de la pub, en fait, pour des fois avoir du temps pour faire des animes perso sur notre temps libre, ou des mini courts-métrages où on n'a pas de budget, mais juste on s'amuse et puis on explore des projets. Et c'est ces projets-là sur lesquels on se marre, qui nous rapportent des projets derrière qui sont payés, en fait. Donc il faut réussir à sortir un peu sortir à la tête de l'eau des projets de commande et créer des choses personnelles pour ramener d'autres projets, en fait. Ouais. Pour pas être tout le temps dans une boucle. Toujours innover, être polyvalent et montrer que tu sais faire d'autres choses que c'est ça, ce que tu fais de base. Et du coup, le style que tu préfères faire dans tes projets, c'est quelque chose de plus cartoon. Je dirais pas cartoon. Alors moi je fais pas la DA, c'est Boujou qui s'occupe de ça, et c'est plus c'est un style illustratif, un peu enfant, un peu coloré avec des formats assez simples, des choses comme ça. Parce que un peu je sais pas si c'est ce que j'ai lu, mais c'était des sortes de comme les livres, tu sais, les livres d'enfants. Un pop-up, tu veux dire? Je pense à ça, mais... Ouais, ça peut faire penser à ça dans certains, Bah, c'est très illustratif 2D, et on essaye de garder cette essence de la 2D, des couleurs, des designs, et de le transposer en 3D derrière, et d'avoir la force et de chacun, en fait, en conservant les deux. Et le réalisme hyper-réalisme, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas spécialement. Et puis je laisse faire ça à ceux qui savent le faire aussi mieux que moi. C'est pas mon truc, et c'est pas ça qui me fait marrer. Je sais que dans les questions que les étudiants avaient posées, c'était un truc qui les stressait un peu. Mais si vous deviez donner un conseil à un étudiant pour avoir un stage, vous lui donneriez quoi comme conseil? Si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Non, mais ça, en fait, il y a c'est pas harcelé, mais il y a un petit côté comme ça. En fait, faut être insistant, mais avec la bonne forme. C'est-à-dire que tu envoies ta bande démo, tu sollicites, et quand t'as pas de nouvelles, faut pas être attentiste, en fait. Faut ressolliciter, dire voilà, j'ai pas eu de nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, etc. Une lettre courtoise, légère, c'est pas grave. Accepter de recevoir un nom, des choses comme ça. Ça fait partie, en fait, du jeu. Quand je parlais du bagou tout à l'heure, il y a une partie de ça, en fait, qui est... Juste imaginer qu'on va t'appeler et attendre qu'on t'appelle, c'est un fantasme, en fait, quoi. Steven Spielberg n'est pas en train de se dire « Mais que fait Julie en ce moment ?» Quoi ? Il paraît qu'il se l'est dit une fois ou deux, mais vite fait, il est passé à autre chose. Il pense pas à toi, je suis choquée. Mais du coup, voilà, c'est juste que, par contre, de fil en aiguille, si toi, tu fais des rencontres, tu sollicites des gens, tu vas croiser des gens, tu vas te faire un tissu professionnel, vous allez vous faire un tissu professionnel, vous allez vous faire un tissu relationnel. Quand on dit comment on s'est croisés, on n'a jamais croisé Geoffrey, hormis ici, mais je pense qu'on se serait croisés en 2007-2008 dans la même configuration, on aurait fini dans son lycée, à sa sortie de ses études, on aurait fini peut-être par se dire tiens, il y a peut-être des choses, on peut travailler, enfin voilà. Et c'est aussi ce qu'on essaye de maintenir ici à Creative Seed, c'est une forme d'entente entre vous pour que vous compreniez que dès la première année, c'est votre tissu professionnel que vous êtes en train de structurer d'une certaine façon, quoi. Le réseau, quoi. C'est très important, et puis ça m'arrive de travailler avec des gens avec qui j'étais à l'école, et en fait c'est quelque chose le relationnel est quand même assez important dans ce milieu-là, et on va chercher à travailler avec les gens avec qui on s'entend bien, en fait. On cherche pas forcément à travailler toujours avec le meilleur technicien ou la meilleure personne, mais juste quelqu'un avec qui ça se passe bien, qui fait bien le travail, et puis qui maintenant est bien. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas que la compétence technique pure qui est importante. Mais si on bosse avec quelqu'un qui fait le taf et avec qui on s'entend bien, on va le rappeler. Et ça se passe juste comme ça, des fois. Pas forcément comparer la meilleure bande démo sur des projets. Et après, pour les recherches de stage, pas hésiter à renvoyer une bande démo une fois qu'elle est à jour, par exemple. Si c'est toujours la même, ça sert à rien d'insister si on ne vous a pas répondu, je pense. Mais à partir du moment où vous l'enrichissez entre deux, ça peut valoir le coup de la renvoyer, ou de faire des fois des bandes démo un peu ciblées en fonction du studio, enfin filtrer un peu les travaux pour fitter un peu le style du studio, et vraiment faire des mails simples, quoi. Parce que moi, j'ai reçu des fois des demandes de stage, alors je ne prends pas de stagiaire, je suis freelance, mais où il y a vraiment des lettres de motivation un peu à l'ancienne, ultra cordiales, tout ça. Ça c'est non. Enfin, dans notre domaine, il faut vraiment être simple, quoi.
synthétique, simple, et Ok. puis pas trop se prendre la tête. Vraiment pas formalisé, quoi. Ok, je savais pas, Ouais. parce que c'est vrai que moi, genre, quand j'ai fait mes demandes de stage et tout, j'étais un peu en mode, ouais, c'est comme un Ouais. taf, faut être hyper précis. Ouais, mais on est quand même un milieu où on cordial, est quand même assez cool, et faut pas faire des pavés, limite ça refroidit un peu le contact. Faut Si vraiment tu mets être un peu de faut être légèreté. concis. Faut être concis. Faut être concis, ouais. Mais par contre, faut oser, quoi. Faut envoyer en France, à l'étranger. Et maintenant, c'est quand même plus difficile de trouver des stages à notre période que moi, quand il y avait 15 ans. Enfin, il y avait moins d'écoles, plus de demandes, tout ça. Donc il y a un marché qui est quand même plus saturé, et du coup, c'est plus difficile, c'est sûr. Ouais. La question de faire des mails personnalisés par studio, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Qu'est-ce que tu entends par personnaliser De mettre le nom de la société. Ouais, c'est Mettre ça. quand même le nom, genre c'est quand dire, même un- Non, ou dire... genre, J'ai adoré tel taf. Ouais, ça, ce genre de truc. Je pense que ça joue à la marge. Ouais. Je pense Moi, pas que je ça sais joue que- beaucoup. Hein. Je pense Si que- c'est sincère, ça joue. Ouais. T'auras toujours la vertu d'avoir été sincère. Mhm. Et ça transpire. Maintenant, si t'es pas obligé de te dire, alors je vais aller chercher Ouais. quel film ils ont fait. J'ai beaucoup aimé ce film-là, tu vois, parce que t'es pas à l'abri en plus de tomber sur quelqu'un qui dit, ça tombe bien. Qu'est-ce que t'as préféré? Ah oui, alors j'ai oublié de le regarder entre les deux. Donc, Souvent, quand je mets ça, c'est que j'ai vu le film. voilà, Oui, c'est ça. du Si coup, tu l'as vu et que ouais. tu le dis par une virgule, c'est une forme simple, tu vois. C'est que t'es pas obligé d'en faire un truc. Sinon, c'est pas utile. Moi, je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec ça, c'est pas important. Non. Et quand ils regardent, ils ouvrent, hop, ils cliquent sur la bande démo, ça fit pas. C'est pas... Oui. Parce qu'il y en a plusieurs qui reçoivent des mails comme ça, il y en a plein, et c'est pas... Ils lisent pas la lettre de C'est- motivation, regardent la bande 200 démo. candidatures, tu Non. lis 200 lettres, c'est ta journée de travail. Ouais, quoi. c'est chiant. Non, c'est pour ça qu'il faut être concis Ouais. et pas trop se prendre la tête là-dessus. Prenez-vous la tête sur vos bandes démo, Mmh. vos Ouais, tafs. passer Ouais, du temps sur le ouais, rendez-vous. ouais, toi. Et du coup, au niveau social, parce que ça aussi c'est quelque chose que beaucoup de gens se demandent, c'est est-ce qu'il faut forcément être extraverti, très social dans le métier pour bien réussir ou... Est-ce que vous vous sentez plus social ou est-ce que vous vous sentez un peu plus j'aime bien être Alors dans Mathieu mon est coin. très extraverti. Bon, ça on sait. Ça on sait. Mais par Je exemple, vois pas pour absolument Rodolphe pas de quoi ou vous même, parlez. Moi, je pense qu'on a un panel large, hein, tu vois. ouais, Moi, je ouais. suis plus calme, je suis pas extraverti et pas ultra sociable. Puis j'ai réussi à le faire. Ouais, moi c'est pareil, je suis pas quelqu'un pas forcément extraverti. C'est une grande gueule. Non, mais je suis assez social, mais je suis pas extraverti. T'as des gens très réservés qui vont trouver leur place, ça dépend des ouais, ouais. moments. Tout ça, les compétences, entre guillemets, les qualités sociales qu'il faut avoir, c'est juste pouvoir fonctionner dans un groupe et puis voilà, être relativement cordial, etc. Mais sinon, Esprit d'équipe, bienveillance, Ouais, ça, ouais, c'est tout ça c'est bien. Mais après, voilà, c'est vos compétences. Ce qui est important, c'est d'accepter quand on travaille avec quelqu'un, un superviseur, réel, d'accepter les retours sans... Oui. Enfin, ne pas dire les faire sans poser de questions, Oui. mais de pas avoir son ego qui dit « Ah non, pourquoi tu me dis ça comme retour, je vais pas faire comme ça », juste de travailler fluidement en fait, et simplement c'est vraiment pour moi la qualité la plus, Ouais. plus importante socialement quand on bosse en équipe, quoi, de Ouais. pas faire Ouais, un puis, bien. voilà, Ouais. c'est ça, c'est d'être bien en équipe. Après, le fait d'être extraverti, d'aller dans toutes les fêtes Ah, c'est ça surtout. franchement, moi Tu rencontreras des gens, vas-y, moi, parce que t'as envie d'y aller. J'en ai fait un peu, quoi, mais en réalité, ça me saoulait. Non, mais au bout d'un moment, l'entre-soi, moi, ça me saoulait, en fait. Ouais. Parce que ce sont des petits milieux relativement nantis, parce qu'on travaille, machin. Et moi, franchement, l'entre-soi, ouais, ça m'intéressait pas. Donc, moi, je voyais des gens qui avaient rien à voir avec ce milieu-là, en fait. De toute façon, si tu vas par envie, Mais tu bon. seras motivé d'y aller, Ouais. donc tu seras cordial, tu seras agréable, alors que si tu vas en te forçant, tu vas arriver en soirée, on va se dire, ah la vache, elle a l'air coincée. En fait, c'est pas que t'es coincé, c'est que juste t'avais pas envie d'être là. Donc du coup, t'es pas au meilleur de toi. Tu vois, quand je disais tout à l'heure, je parlais des petits studios ou des gros studios, ce qui est une bêtise en réalité. C'est effectivement, oui, Illumination, c'est des très gros studios. JPL Film, vivement lundi, ils ont fait des longs métrages qui sont allés aux Oscars, qui sont allés des courts métrages aussi, qui sont allés aux Oscars, qui sont allés au César, qui sont allés... Bref, c'est un milieu qui est très mouvant. Si tu as envie par moment, dans des soirées, dans des événementiels, de l'événementiel, pardon, d'y aller, parce que tu dis, bah ouais, l'événementiel m'intéresse, finalement, tu as vu le film, tu l'as trouvé super bien, puis à un moment, tu as quelqu'un qui a une invite. Oui, ça va te créer un tissu professionnel, mais parce que tu vas y arriver motivé et que tu vas être
au meilleur de ce que tu vois, c'est Tu pas être dégages, extraverti ou introverti, c'est que tu es là au moment où tu as besoin d'être là parce que tu as envie d'être là, quoi. Ça reste important de réseauter Oui, bien sûr. et de se maintenir informé vis-à-vis. Mais votre réseau et votre famille de professionnels, vous allez vous la faire, vous la créer. Et c'est juste, il y a des gens que vous allez apprécier, d'autres moins. Vous êtes déjà en train de le faire à l'école. Et après, c'est genre, t'appelles un copain, une copine, tu dis ouais salut machin, alors qu'est-ce que tu deviens, et t'échanges autour des boulots, des potentialités, voilà. On pourrait vous poser la question même à vous. Mais imagine dans 5 ans, 6 ans, vous ça fait 5-6 ans, enfin là vous êtes en 3e année, 3e et 4e, donc ça veut dire dans 2 ans tu sors, et ben on va dire dans 7 ans, ça fait 5 ans que tu es dans ce milieu-là. Tu vas avoir des noms qui vont popper. Si tu vois des noms, tu vas avoir marqué Creative Seed dessus. Tu vas dire tiens, je sais par où il est passé, je sais qui il a croisé. Et donc tu vois le réseautage même d'élèves que tu n'aurais pas croisés en première année. C'est pas forcément des gens que tu as vus, c'est des gens, mais tu sauras par où ils sont passés. Il y aura un cursus qui se fera. Plus le temps passera, plus ce réseau-là, il se fera naturellement, tu vois. Et effectivement, s'il y a une soirée, tu croises quelqu'un parce que toi, tu es là avec l'équipe du film, parce que tu as bossé dessus, et que tu as quelqu'un qui est là et que tu vois bien qu'il est cool, vous trinquez, vous parlez, tu fais Creative Seeds, ça va créer ce tissu-là. Par contre, si tu tombes sur quelqu'un qui est super introverti, qu'il soit de Creative Seeds ou pas, ça changera rien en fait, que tu vas dire, il a pas l'air d'être hyper à l'aise, quoi, tu vois. Après, ça veut pas dire que quand tu es introverti, si tu fais le taf, si tu es bon, t'es bon. Si t'es bon, enfin, je veux dire... C'est un peu une crainte que certains ont, c'était que, par exemple, tu as le même CV qu'une autre personne et niveau skills vous êtes au même niveau. Est-ce que la personne préférera prendre celle qui est plus extravertie que ça c'est de l'humain, hein. Ça dépend de l'humain que tu as en face de toi. Il y a des gens pour qui l'extraverti ils se disent je veux pas bosser avec lui, et un genre quelqu'un de calme c'est identique. Ça va être la personne que tu trouves la plus sympa, ou sympa, non, je vais plaisanter autrement, c'est la personne que tu trouves la plus à même de s'intégrer à un groupe. Donc le plus important, parce que des fois des personnalités trop fortes c'est ingérable en équipe et on ne le fait pas. Donc ça dépend vraiment, il ne faut pas se forcer à être extraverti si vous ne l'êtes pas, il faut juste être à l'aise avec ce que vous êtes. Être à l'aise en groupe en fait, c'est pouvoir exprimer son point de vue, savoir quand il faut rigoler, savoir quand il faut bosser, avoir ce feeling là quoi. Et du coup, est-ce que bosser en équipe, vous pensez que ça vous a un peu changé Moi, je pense que c'est... Café philo, là, du coup. Ouais, non, mais c'est pas con, la question, elle est vachement intéressante. Non, moi, je pense que j'ai toujours été un peu la même personne, simplement... T'apprends peut-être, on va dire, mais c'est plus lié à l'expérience qu'à la nature. Enfin, tu vois, si la question, elle est, est-ce que nature de travailler en équipe non, par contre, c'est l'expérience. C'est pour ça aussi qu'on l'intègre en 2e année, en 3e, et... L'idée, c'est de vous habituer à travailler dans un contexte où, en équipe, ça ne veut pas dire que tout le monde s'entend, quoi. Voilà, ok. Vous y avez goûté, c'est pas que tout le monde s'entend. Par contre, tout le monde compose. Ça, c'est une certitude. Et donc, tu es obligé de faire avec les moments où c'est plus cool, moins cool. Puis il y a même des moments où tu peux être Enfin, tu vois, Rodolphe, on a travaillé en équipe, on s'est pourri. Hein. Il y a des périodes où c'était pas soft entre nous du tout. Mais on avait l'intelligence de se dire, c'est parce qu'à ce moment-là, professionnellement, c'était pas soft. Et à côté de ça, le soir, on se disait, vas-y, viens, on va boire un coup. Et puis, on passait à autre chose. Quoi. Donc, il y a c'est cette espèce de plus d'expérience d'avoir rencontré de plusieurs fois du travail en équipe qui fait que finalement, on dit, non, mais en équipe, c'est super bien. Même des caractères parfois un peu forts, tu dis, par moments, ça gueule, mais au moins, c'est quelqu'un qui sait revenir en arrière, qui sait se remettre en question, qui sait réenchérir, etc. Quoi. Et il faut juste apprendre l'altérité, c'est-à-dire... on est tous différents en fait, et on a tous des manières de réagir différentes, et on pense de façon différente. Et donc il faut intégrer le fait que toi, ce que tu vas prendre pour vérité, c'est pas vrai chez ton voisin, c'est pas vrai chez lui, c'est pas vrai chez lui, c'est pas vrai chez vous. Donc ça veut dire qu'il faut composer avec ça. Et c'est peut-être ça, il y a une forme d'expérience dans le travail, c'est-à-dire que quand on est tout jeune, on avait l'impression que notre façon de voir, c'est la bonne. On sait. Mais en fait, on sait pas grand-chose. Oui. Et en tout cas, on sait pas grand-chose. Si, on sait pour nous. En tout cas, on va apprendre plein de trucs. On sait pour nous. Moi, j'ai ma façon de voir le cinéma d'animation, si on parle de ça, la façon de voir comment on fait des films. Quand je bosse en équipe, ma façon, elle vaut pas plus que celle de l'autre. Ou alors, l'autre solution, c'est de faire des films tout seul. Il y a des gens qui font ça.
Ouais. Il y a des gens qui font ça. Notre solution, c'est de se battre. Non, mais il y a des gens qui font ça. Sauf que l'aventure humaine de faire un film... C'est dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que justement, faire un film, c'est genre composé avec tellement de personnes et c'est ça que je trouve Après, cool. ça dépend parce qu'il y a la notion de réalisation aussi. Oui. Vous n'avez pas ça, vous. Vous n'avez pas ça. Il y a un réalisateur. Il y a une vision. Un film, c'est une vision. À la limite deux. Mais tu vois, c'est entaché de compromis. Et de un. Tu m'étonnes. Bah ouais. Mais un film, c'est une vision. C'est une personne qui a une façon de voir les choses et qui l'exprime. Et les personnes qui travaillent sur le film, les autres, bah, elles sont au service de cette vision. Après, elles peuvent dire tu penses parce que... mais ça, tout dépend du réalisateur. Il y a des réalisateurs qui vont être perméables aux idées des autres et d'autres qui ne veulent pas en entendre parler. Voilà, c'est comme ça. Et ça, tant que vous serez technicien sur des films, technicienne sur des films, eh ben, voilà, il faudra vous y plier. Jusqu'au moment où vous ferez vos films, si vous avez la chance et la volonté de le faire, parce que ça, c'est dur de réaliser. Ouais. Mais à l'intérieur de tout ça, quand même, il peut y avoir de la souplesse. On a rencontré des réalisateurs très très souples et très preneurs des idées comme ça les uns et les autres. D'autres beaucoup moins. Et d'autres non. Et on ne peut pas blâmer parce que porter un film en réalisation, c'est pas rien, quoi. C'est éprouvant. Ouais. C'est un peu ça que certaines personnes, quand ils arrivent, qui essayent de se mettre dans notre secteur, dans notre métier, c'est qu'ils pensent qu'ils vont faire la partie réalisation aussi, alors qu'on est vachement plus technique. C'est pas votre formation. Ouais. C'est un autre parcours, la réalisation. Ça vient, c'est pour ça qu'on forme, les écoles qui disent on forme à être réalisateur, c'est une bêtise. À mon sens, c'est une bêtise parce que tu formes pas à être réalisateur, tu formes un technicien dans un savoir-faire qu'il finit par maîtriser et que les années lui permettent de maîtriser de plus en plus. Et à un moment, c'est un choix qui est fait par ce technicien de se dire j'ai envie d'aller plus loin, j'ai un message à véhiculer, je vais essayer de le mettre en pratique. Un message ou une envie, parce que quand on a fait Tendres Agneaux, on n'avait pas un message amené au monde entier, mais on avait une envie de faire un thème un peu cartoon, un peu Bibi le Coyote, etc., qui nous faisait kiffer. Mais à ce moment-là, tu changes de registre, c'est-à-dire que la partie technique te permet de savoir à peu près comment ça va se passer dans ton domaine, mais tu es obligé de te nourrir d'autres éléments, des éléments de production par exemple que tu ne maîtrises pas du tout, mais là à ce moment-là d'un coup ça commence à te concerner, donc tu te dis oh là je connais pas ce métier, tu apprends des petits bouts du métier comme ça au fur et à mesure, et c'est un choix, et donc c'est un autre chemin en fait, mais tu décides de le prendre par l'expérience d'avoir rencontré plusieurs fois le cas de figure en tant que technicien dans des productions différentes que tu fais, donc former un réalisateur ici en 5 ans. Et un réalisateur, en plus il y a tellement de... dans le cas de courts-métrages ou de choses comme ça, en tout cas en anime, c'est souvent auteur-réalisateur. Littéraire, donc il y a une part de scénario, de développement visuel, plus réalisé derrière. Et réaliser beaucoup de choses, Et c'est vrai que réaliser un film, il y a la partie visionnaire artistique et il y a tout le reste. Savoir la gestion du projet. Tu vois, tu fais un peu tout et puis... l'aspect quand on aime faire les choses, faut pas être réalisateur. Enfin, en tout cas, pas une échelle, on va dire moyenne ou grosse. À des petites échelles, ça va. Et même quand nous on co-réalisait, moi souvent j'avais une vertu, c'est que je bossais vite. Et lui, il sait bien gérer les équipes, tout ça. Donc moi, j'enquillais. Et puis j'arrivais à 6h du mat, j'arrivais 3 heures avant tout le monde. J'enquillais. Après, il y avait les gens qui arrivaient, on les accueillait, etc. On dispatchait le boulot. Après, j'enquillais. Les gens partaient, on enquillait toujours. Et puis voilà. Et lui, il enquillait, mais il faisait surtout de la gestion. Tu vois, genre regarder tous les plans, tous les shots qui avaient été animés, faire toutes les retakes, etc. Personne ne veut de ça, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est techniquement un peu le boulot de prof aussi. Finalement, de faire des retakes, tout ça. Ouais, mais après, quand tu es au taf, ou même quand tu es chef de poste, tu reçois les shots. Par exemple, quand tu fais de l'anime, tu fais les retakes techniques, déjà. Et puis après, les retakes artistiques. Ça apprend à déléguer aussi et puis faire soi-même. Des fois, ça peut être frustrant parce qu'on a envie de faire.
Et c'est moins marrant de donner des retakes que des fois les faire. Quoi. Sinon, faut ça. Et à l'inverse, des fois, c'est plus marrant de donner les retakes que les faire soi-même. Voilà, il y a ça aussi. Mais au début, c'est vrai que quand on fait tout seul, c'est pas évident d'apprendre à déléguer et de se dire en fait, je vais le faire par quelqu'un et puis me décharger. C'est un processus. Sinon, il faut s'appeler Alexander Petrov et puis mettre 10 ans à faire des films. Mais tu le fais tout seul. Il a fait un name dropping. On mettra une photo avec la tête de Rodolphe à la place. Non, c'est pas moi, non. C'est vrai. Non, du coup, oui, c'était parce que ce que je trouve bien en vrai un peu chez Creative Seed, c'est que on est vite spécialisé, on va dire. On a un cursus généraliste, mais on est vite spécialisé et du coup, on apprend plus à se dire je fais pas tout dans le film. Du coup j'ai mon truc et je vous savez que vous êtes un maillon, mais en fait c'est dans notre logique, c'est de se dire il faut que vous puissiez comprendre les métiers avec lesquels vous allez travailler. C'est une production, c'est un ensemble de compétences qui se succèdent les unes aux autres et le travail de l'un induit le travail de l'autre, etc., jusqu'à la fin de la chaîne. Et là où ça marche pas bien dans un film, quel que soit les écoles, les formations, c'est quand dans le chaînon qui se fait, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe vraiment avant et qui ne savent pas vraiment comment ça se passe après. Et on leur dit, mais toi, tu es technicien de structure. Ils font, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et tu dis, mais il y a un moment où il faut que tu intègres aussi les problématiques des gens qui sont juste avant toi et que tu intègres ceux qui sont après parce que tu vas à un moment être un filtre et ce que tu vas sortir va être obligé d'être pris par quelqu'un. Donc, il faut que ce soit le mieux possible pour lui. Et si nous, on vous forme comme ça, c'est parce qu'on sait que si vous faites le process de façon méthodologique, j'allais dire pas appliquée à la lettre, mais avec cette espèce de notion toujours qu'il y a quelqu'un avant vous et quelqu'un après vous, vous allez toujours bénéficier de ce qui a été fait dans le travail d'avant et vous allez toujours faire bénéficier à celui qui vous suit d'un élément qui va lui faciliter la tâche. Et c'est ça qui fait que les films peuvent sortir avec une qualité supérieure. Sinon, de sortir un film dont la qualité ne sera que des espèces de bouts individuels du travail fait de chacun et pas une sorte de lien entre tous, quoi. Pour bien pouvoir travailler en équipe, il faut avoir une bonne connaissance du pipeline, c'est sûr. Et des tenants, des aboutissants. Et puis de qui passe avant vous et qui passe après vous, quoi. C'est savoir comment tu communiques et tout avec les autres. Et il faut connaître un peu ton sujet pour pouvoir justement... surtout les gens qui font du Cara, je trouve. Parce que du coup, nous deux, on est en viro. Mais je trouve que vraiment, les gens qui font du Cara, le fait de ne pas savoir ce que c'est le rig... c'est ouf parce que du coup on a besoin du rig pour faire bouger le Cara. L'animateur pareil, l'animateur savoir ce que c'est qu'un Cara pour pouvoir jouer avec un Cara, jouer ce que c'est que le rig. On a besoin dans les trois quarts des films, les trois quarts, je dirais 90% des films sont les personnages qu'on met en scène. Et il faut que tout le monde ait bien conscience qu'on se met au service d'une histoire, que les décors sont là pour sublimer les personnages, que les personnages sont là pour mettre en valeur les décors, que la musique est là pour surélever le tout. Et c'est ça qui fait grimper le truc. En vrai, quand on réfléchit là, oui, on est en viro, on touche à tout et tout. Mais genre plus tard, peut-être on va se retrouver dans un studio où on va peut-être toucher au background, mais on fera pas le lighting, tu vois. Ou genre on fera pas la modèle. Et en fait, c'est juste qu'on pose avec plus il y a de gens dans le studio et je pense c'est plus c'est spécifiques. C'est pour ça que nous là, c'est vrai qu'on a bossé beaucoup sur des petites structures. Et donc on est généraliste. Et à l'inverse, avoir des connaissances dans votre domaine de spécialité, ça permet, si vous travaillez dans un petit studio, là il y a besoin d'un jour d'un petit truc qui n'est pas votre tâche, vous pouvez le faire et du coup ça permet aussi de taffer un peu plus dans des plus petites structures en fait. De se faire bien voir. Et puis de dépanner parce que on a un petit fixe, un props à riguer ou un petit FX, mais on n'a pas de graphiste fixe, est-ce que tu peux le faire? Mais tu vois, quand tu disais le rig justement, toi-même tu dis le rig, je sais que c'est pas pour moi. Si demain tu dois riguer un objet simple, un micro comme ça, tu sauras le faire. Oui. Et donc tu dépannes une prod, donc derrière, dans la tête des gens, ce sera toujours mais Tara, si elle fait de l'environ, mais elle nous avait dépanné 2-3 trucs. Et toujours il y aura ça qui remontera à la surface. Et à contrario, tu te souviens de David, tu sais, qui avait animé sur Tendres Agneaux. David Rouxel. Rouxel, ouais. Et donc le gars très bon, il sortait de l'école, il était déjà très bon. Chaud. Et très chouette. Et après Tendres Agneaux, il est parti. Je sais plus où. Enfin bref, il a bossé sur Avatar. Okay. On se dit super, tu bosses sur Avatar, c'est cool et tout à l'époque.
Et ben il a fait pendant des mois et des mois ou des semaines, il a fait la même chose. Il faisait un pétale de fleurs, enfin il s'occupait de certaines fleurs, ouais, végétaux. Je crois que ça. Et un bout du végétal quoi. Il a fait ça pendant des semaines. C'est quand même charmé. Parce que dans un moment, tu dois en avoir marre. Là, c'est encore les pétales roses. Ouais, non, moi, c'est pas pour moi. Geoffrey qui disait qu'au bout de 2 mois, il en avait marre. Imagine 6 mois sur une pétale. Sauf que les plantes, c'est pas ça dépend. Hein, c'est vraiment, il y a tous les cas de figure. Les gros studios où là, c'est de l'ultra spécialisé et tu fais un truc. Ou des petits trucs plus artisanaux. Arthur et les Minimoys. Il avait fait Avatar aussi. Aussi Arthur et les Minimoys. Oh, c'est stylé. Mes trucs. Ouais, et puis des fois on choisit pas. Hein. C'est un taf qui fait que c'est ça, et après on est rappelé parce que c'est le taf. On se fait vite catégoriser aussi à notre insu en fonction des projets sur lesquels on bosse. Bon, après, ce qui est important, c'est d'avoir le chèque qui rentre à la fin du mois quand même, de bosser sur des projets cool. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs chiants. Moi, j'ai fait 1 an de Choupi, par exemple, en animation. C'est grâce à toi, je regardais Choupi tous les soirs. Bah, tu vois, et Choupi, ça m'a rapporté des sous. Il devenait fou. Mais sérieusement, c'était... Il arrivait le matin, il avait le générique, c'est Choupi, Doudou. Et l'autre, il me regardait avec les yeux, avec des poches. Jusqu'en bas des joues. T'as pas envie. Ça aurait été marrant de voir le contraste. Non, mais moi, je travaillais à côté de lui, et pendant qu'il a fait ce truc-là, j'étais juste à côté, et je me rappelle très bien, parce que comme il animait souvent les premiers plans, et t'avais le son avec, et donc t'avais la fin du générique. Ils sont rigolos comme tout. Et je regardais. C'était une souffrance profonde. Ça aurait été énorme d'avoir un petit making-of dans la Choupi et puis avoir Rodolphe derrière qui est comme ça. Là. Mais bon, c'est une torture, tu sais, c'est un truc. Mais tous les jours, tu vas entendre Choupi qui te parle. Mais c'était du boulot. Hein, mais dis-moi, Doudou. Et il y a des films, à contrario, sur lesquels moi j'ai bossé, que je trouvais tellement chouettes. Je pense que c'est aussi du ressenti. C'est pas parce que c'est une grosse prod que ça va forcément être aussi bien. Ouais. Non, c'est pas parce que c'est une petite prod que c'est pas bien. Oui, c'est ça. J'ai jamais autant kiffé quand on a travaillé sur Tendres Agneaux. Ouais. C'était un truc. Et pourtant, vraiment, c'était des budgets qui étaient très petits. On avait conscience qu'on n'était pas en train de faire un blockbuster, quoi. Bien que, tu vois, vendu dans 43 pays, finalement, c'est que ça n'a pas si mal marché que ça, d'une certaine façon. Mais piraté en russe. Piraté en russe. La consécration, quoi. C'est incroyablement piraté. Mais c'est vrai que c'était voilà, on savait qu'on faisait pas un truc qui allait être la révolution du cinéma d'animation, mais on le faisait avec vachement de conviction, on le faisait avec vachement d'envie, et on avait une forme de liberté dans l'exercice qui nous a été offerte d'ailleurs beaucoup par Jean-Pierre Lemoulan sur ce coup. Merci à lui sur le coup. On a eu une vraie liberté d'exercice dans le fait de le réaliser. C'est-à-dire que lui, il a vraiment assumé la prod avec Armel à l'époque, et puis après avec Camille Rouleau, qui est encore aujourd'hui, elle, responsable de JPL Film. Et on a eu cette possibilité de faire exactement ce qu'on voulait. Mais alors ça, oh la vache, ça valait vraiment cher, quoi. Alors que travailler sur un film qui va aller aux Oscars ou au César, tu te dis ouais super, mais si c'est pour avoir fait toujours, tu vois, un cube, tu te dis faut dissocier le projet final, la finalité du projet, ce qui est beau, incroyable, époustouflant, et le plaisir de travailler dessus. C'est pas forcément corrélé, quoi. On peut se marrer sur des projets nazes et s'emmerder sur des projets énormes, quoi. Ça dépend juste ce qu'on veut, c'est une question aussi d'envie. Quelles sont nos aspirations professionnelles ou aspirations dans la vie. Après, c'est vrai que j'avais bossé sur Flea, qui a été sélectionné aux Oscars, et par contre j'ai bien kiffé, c'était un bon gros kiff technique, quoi. C'était chouette à faire. C'est fou parce que là j'essaie de tout relier, mais je me dis comment vous en êtes arrivé à rencontrer Camille Campion. Un hasard absolu. On travaillait sur Louise en hiver. Ouais, c'est ça. Et il était aussi dessus. Non, il n'était pas dessus. Il y avait un animateur qui s'appelait Sigmund. Pas Freud. J'aurais pu son nom. Sigmund, si vous regardez le générique de Louise en hiver, vous trouvez Sigmund. Sigmund qui a un rire très particulier, que tout le monde connaît. Lui aussi. Et en fait, à un moment, je ne sais plus comment ça vient dans la discussion, il dit « j'ai un pote là qui veut... Je ne sais pas ce qu'il me raconte, il vient dans le coin, il veut monter une école ou je ne sais pas quoi. » Et moi, à cette époque-là, j'étais pas mal en train de me remettre en question sur mon cadre professionnel, sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais continuer, combien de temps, etc. Et comme ma maman m'a toujours éduqué en me disant « si la porte est fermée, passe par la fenêtre », c'est une fameuse phrase qui revient, qui m'a toujours dit « vas-y, fais les choses, provoque les événements, provoque les rencontres ». Et j'ai dit à Simone, je lui ai dit « ça te dérange pas de me filer son mail, je vais lui écrire ». Et je lui ai écrit.
Et vous connaissez un peu le caractère de Camille, du coup il m'a répondu, avec à peu près la même forme, et on est allé bouffer, et on parlait de ça, on parlait de l'école. Est-ce que tu en avais directement parlé avec du coup Rodolphe? Ouais, j'en ai parlé vite à Rodolphe, mais en fait Rodolphe, lui, était encore dans une activité où il continuait encore la partie... Ouais, moi j'étais en prod pas mal. Ouais, il était beaucoup en prod, c'est moi qui commençais à être saoulé du cadre prod. Mon père était prof, j'ai toujours trouvé ça très très cool. Mon père était un excellent prof, vraiment. Ça a été un des profs les mieux notés de Bretagne pendant 30 ans. Il était prof d'histoire des styles, prof des codes couleurs, prof d'archi. C'est très spécifique. Il était major du concours national des beaux-arts, donc lui était plus traditionnel, mais par contre c'était un prof de dingue. Prof de fou, tous les élèves qui l'ont eu, à chaque fois qu'il y avait, ils venaient me voir, ils me disaient on a ton père, c'est cool. Je dis ouais, vous avez de la chance. Et voilà, et donc moi j'ai toujours un peu voulu ça, et du coup les choses se sont rencontrées, c'est un concours de circonstances, mais ça m'a vachement parlé, et j'avais dit à Rodolphe, vas-y viens, il y a un truc, c'est cool. Rodolphe m'a dit ouais, j'ai un peu envie de continuer, puis je sais plus combien de temps, 2 ans ou 3 ans, pendant 2-3 ans, comme moi j'y suis rentré. Et du coup, Geoffrey, toi, t'as connu l'école. Tu as vu de la lumière, Geoffrey? Ouais, non, mais quand je suis arrivé sur Rennes, je suis allé à une porte ouverte de l'école. Je connaissais déjà l'école, je savais que en venant sur Rennes que potentiellement ça me disait de donner des cours ici parce que j'en donnais déjà ailleurs. Et puis quand je suis venu à la porte ouverte, j'ai rencontré JM, et puis on a sympathisé, et puis du coup après l'opportunité s'est créée, et puis je suis venu. Voilà, je suis ravi d'être ici. Nous aussi, hein. Et nous aussi, en tant qu'étudiants, mais bien joué, on sera prof. Ah oui, en parlant, du coup, parce que tu disais, tu venais 3 heures avant tout le monde, tu sais, pendant tes prods et tout. Les conditions de travail en studio, c'est les gens qui demandent aussi. Mais non, mais ça dépend. Ça dépend tellement des studios. Quand tu es réalisateur, enfin là on était réalisateur, et moi j'avais besoin de calme. Ouais. C'était en mode vraiment tu voulais juste qu'il y avait personne. Comme il était obligé de rentrer 40 secondes par jour. Moi j'avais besoin d'animation. Donc il voulait qu'il y ait un silence absolu. J'arrivais à 6h, je me levais super tôt, je me couchais tôt aussi. Et je faisais ma meilleure journée. Après j'étais efficace jusqu'à midi, mais après, l'après-midi, je faisais du suivi ou je sais pas. Enfin, moi je suis efficace quand je me lève tôt. Ouais. En studio, les conditions elles sont plus standards que ça. C'est-à-dire vous allez avoir un contrat de travail, vous allez avoir des horaires de début, des horaires de fin, avec un volume de travail à fournir dans cet espace-temps. Dans la mesure où vous faites votre taf, personne ne va vous dire alors là, tous les jours, il faut que tu fasses des heures sup pour être reconnu. Ouais. Il peut y avoir des moments où tu sens que dans la production, il y a des coups de collier, des choses comme ça, où tu vois bien qu'il faut que tout le monde mette un peu d'huile de coude, donc tu peux le faire spontanément, mais si vraiment ton taf est toujours fait, est toujours rendu, toujours à l'heure, toujours précis, tel quel, avec la bonne nomenclature, les fichiers au bon endroit, tu seras toujours reconnu pour ça, même si tu fais pas des heures et des heures et des heures sup. On va toujours se dire, alors là, au moins c'est carré. Même si sur Tant Gros Agneau avec Rodolphe, on a bossé plus parce qu'on était réalisateur. Sur les autres prods qu'on a faites, il y a un lieu commun qui nous rassemble aussi avec Geoffrey, c'est qu'on n'a jamais eu une journée de retard. Sur aucun des postes de techniciens qu'on a eu, dans les contraintes qu'on nous a données, dans les missions qu'on nous a données, on n'a jamais eu une journée de retard. Et les fichiers étaient faits tels qu'ils étaient attendus à date. Et donc du coup, tu as toujours une forme de crédit. C'est-à-dire que quand on t'appelle et qu'on te dit « ouais, il y a ça à faire » et que tu dis « ça te prend 12 jours », personne, au bout d'un moment, va te discuter en disant « ah, 10 ». On sait que si tu as dit 12, c'est parce que tu sais qu'en 12, ça rentre et que c'est rendu nickel, quoi. Okay. Et du coup, tu es aussi pris au sérieux pour cette partie-là. Ça, c'est un très bon indicateur d'un bon professionnel. Quantifie son d'un chef de poste notamment, c'est d'arriver à quantifier le travail et à bien timer et à bien dire voilà, il faut tant de temps pour faire telle chose, voilà, ni plus ni moins. On risque d'avoir tant de temps de retard. Si tu es capable de le dire 6 mois à l'avance, la prod est très contente. Ça arrive les retards, mais la prod elle a besoin de les anticiper, elle a besoin de provisionner financièrement ou autre, et du coup plus tu arrives à cibler ça tôt, plus c'est facile à diluer dans le temps, quoi. Et puis les conditions de travail, je pense que ça a bien évolué. Et nous, on a vécu des prods très carrés, des beaucoup moins.
Beaucoup moins. Il y en a plein qui me sont revenus quand t'as dit beaucoup moins. Ouais. Mais je pense que ça tend à se normaliser. Enfin, c'est plus tout à fait la même époque non plus. Je me souviens avoir été plusieurs fois obligé d'aller réclamer mon salaire, quoi. Ah oui. Parce qu'il n'était pas versé et que bon, bah voilà. J'ai oublié. Non, c'est ça. Le mec, au bout d'un moment, il m'avait dit bah non, mais j'ai plus de sous, je peux pas. Je dis faut me prévenir quand même parce que moi j'ai quand même travaillé. Parce que moi j'ai plus de pâtes. Mon banquier, je vais aller le voir, je vais dire j'ai plus de sous, je peux pas. Alors moi j'ai pas de staff juridique derrière, mais mon banquier donc et des huissiers, des machins. Donc mais je pense que ça tend à se normaliser. Ouais, puis il n'y a pas de règle, ça dépend des studios. Ouais. C'est dans un autre domaine, il y a ça aussi. C'est de l'humain aussi, ça dépend si le studio choisit de mettre la pression sur les graphistes ou sur le client en fait. Ouais, okay. Ou d'accepter la pression du client qui veut que les choses soient rendues plus vite et cède à la pression et du coup les met sur les graphistes. Mais si à un moment il y a un producteur qui dit non, c'est pas possible. Et ça dépend vraiment du studio, il n'y a pas de règle là-dessus. Et aussi, il faut se conformer quand on travaille sur un projet, parce que ça, je l'ai vu aussi plein de fois. Quand tu travailles sur un projet, par exemple, un projet calibré série, tu rends pas un taf calibré long métrage moyen en fait. Tu vois, long métrage un peu cheap par exemple. Parce qu'il y a des gens qui font ça, qui bossent plus que de raison, ou qui calibrent mal. Enfin, pas bosser plus de raison, c'est pas ça. C'est mal calibré. C'est-à-dire que tu as 10 secondes, donc 10 secondes, ça sous-tend une certaine qualité d'anime. Ils vont essayer de rendre une qualité supérieure à ça. Et donc, ça ne rentre pas. Et donc, ça va faire des heures sup, ça va générer du retard, ça va générer de la tension, etc. Il faut toujours être pile poil dans ce qu'on demande et pas essayer d'en faire plus pour impressionner. Et ça fout la merde. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Hein, tu l'as eu aussi Deux. Oh le pop. Je t'ai vu sortir ton chien avec une canne. Non, mais c'est vrai que ça fout la merde, ce genre de truc. Et aussi l'autre risque, c'est que ça crée un déséquilibre artistique. C'est aussi là où le travail du réalisateur, par moment, c'est pas ce qu'on demande. On demande un truc, voilà, à ce niveau-là. Plus cheap ou plus qualitatif. Ça met en retard, parce que du coup, tu dois repasser dessus pour que ça ait le même niveau que... Ouais. C'est exact. Donc il y a plein d'écueils, mais ça, on apprend ça quand on fait, en fait. C'est avec la pratique, avec l'expérience. Ouais, bien sûr. En devenant vieux. On peut terminer sur un sujet que beaucoup de gens... Un peu plus joyeux. Ah non, moi je pensais... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient des salaires. Ouais. Du coup, vu que vous, c'était il y a quand même un petit moment. Je sais pas si ça a changé. Ok, je te le laisse, Julie. C'est pas grave. En junior, vous avez des conventions collectives, il y a des barèmes qui s'appellent les conventions collectives. C'est le salaire qu'on paye à minima un junior, un senior, etc. Je crois que, si je dis pas de bêtises, le salaire de junior, c'est entre 110 et 130 € jour brut. Oui, c'est ça, ouais. C'est ce que vous aurez en tant que junior normalement. Certains un peu plus, certains un peu moins, ça dépend où ils sont, parce que quand tu n'es pas sur Paris, quand tu es sur des plus petits studios, par exemple ici à Rennes, la vie est... C'est plus tout à fait aussi vrai, mais la vie est un peu moins chère qu'à Paris. Enfin, ça reste moins cher qu'à Paris. Donc il y a des petites fluctuations. Et du coup, en fait, c'est le barème de junior. Nous, quand on était réalisateur, le barème, c'était 3 600 € brut par mois. Et effectivement, en 2007, 3 600 € brut par mois, t'es large. Si tu me remets 3 600 € brut aujourd'hui, ça va, je vis confortablement, mais c'est plus le même confort. Comme c'est une vidéo qui sera surtout regardée par des élèves, le salaire sera convention collective, et après, ton salaire peut très très vite augmenter si tu sens que tu deviens indispensable, si ton niveau d'expertise fait qu'on te rappelle, ça veut dire qu'on ne veut pas rappeler quelqu'un d'autre et qu'on sait que toi tu sais faire, et c'est là-dessus que vous avez un levier de négociation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu dis écoute, moi ça m'intéresse de rester, mais voilà, j'ai aussi l'ambition d'augmenter ma forme salariale, j'ai aussi l'ambition de peut-être même d'aller voir ailleurs. Parfois, c'est pas le simple fait du financier, vous aurez peut-être envie d'aller voyager, de vous dire voilà, maintenant que j'ai une expérience, j'aimerais bien bosser au Canada, j'aimerais bien bosser ailleurs dans le monde et pour visiter du pays, et ça fait partie aussi
d'un retour financier, tu vois, d'une certaine façon. Si tu arrives à trouver un poste ailleurs, bim, quoi. Les grilles de salaire sont pas les mêmes, c'est sûr. Non, c'est sûr. Et c'est en changeant de projet qu'il faut demander une augmentation de salaire. Ou quand on nous donne des responsabilités en plus. Mais même au sein d'un même studio, dès qu'il y a un nouveau projet qui se fait à la suite avec une nouvelle équipe, c'est l'occasion de renégocier un salaire. Il faut oser. De toute façon, on ne va pas vous proposer spontanément ou très rarement. Mais il faut toujours oser. Il faut toujours demander, parce que quand il y a un changement de projet avec l'expérience, si on vous demande des responsabilités en plus. Vous vendez votre temps et vos compétences. S'il n'y a même pas la question de oser, pas oser, se pose pas. C'est que de toute façon, vous allez arriver avec des prétentions. La personne en face va vous dire oui ou non, de toute manière. Oui, c'est ça. Soit une augmentation, on vous dit non, je reste pareil. Et puis, mais il faut demander, sinon ça va pas. Donc ça va pas se faire. Sinon, vous inquiétez pas, le rôle de la personne en face, c'est de vous payer le moins cher possible. Et votre rôle à vous, c'est d'être payé le plus cher possible. Et là-dessus... C'est une image d'Épinal, là, quand on dit ça. Il y a des gens qui sont soucieux de se dire, bah non, il y a un équilibre. Les gens, mais de façon générale... Oui, après, il y a un équilibre qui se fait. Mais, et puis après, tout dépend de ce que vous prenez comme responsabilité. Après, vous montez... c'est un peu le truc que les gens ont peur, c'est que du coup pour ton premier boulot tu sais pas exactement quel genre quel salaire c'est là où tu regardes la grille de convention collective. Par contre, si à ton deuxième boulot on dit alors tu vois tu serais assistant réalisateur mais on va garder les conventions collectives, c'est qu'il y a un souci si tu veux, tu vois voilà, c'est donc il y a vraiment une grille pour dire faut pas dépasser faut pas être en dessous, faut pas être en dessous, mais à la limite le premier job c'est pas forcément là qu'il faut avoir de grosses prétentions, c'est plus mettre son pied dans le milieu, faire une première expérience, faire ton premier statut, faut pas refuser, il faut pas se sous-vendre et puis se dévaluer, mais c'est pas là-dessus qu'il faut le premier taf est pas si vous faites un petit taf de 3 mois clairement c'est pas là que mon premier taf j'ai été payé 2 € 600 francs. C'est francs. Pour 3 mois. 98, 600 francs pour 3 mois. Pareil. Donc j'ai 30 € par mois. Ok, c'est pas beaucoup. Ça faisait pas des masses. Mais effectivement, tu vois, j'avais juste envie de rentrer dans ce truc-là. C'était pas un contrat de 3 mois, ça a été un peu à la route, mais personne n'a essayé de m'arnaquer, tu vois. C'était juste, ils avaient besoin de quelqu'un, mais ils n'avaient pas vraiment les moyens. Moi, j'avais vraiment envie de bosser. Ils se sont dit, on peut te dépanner de ça, est-ce que ça te va ? Ça me permettait de vite fait de vivre un peu. À cette époque-là, c'est effectivement 600 francs, ça restait une somme où tu pouvais un peu aller quand même boire un coup. Enfin, tu vois, c'était soft. Mais c'était et du coup, par contre, une fois que ça a été fait, direct après, on a bossé sur un film d'animation sur celluloïd dessiné. Et là, pour la peine, j'ai eu un vrai contrat avec un vrai salaire, avec les grilles de base. C'était 15 €, enfin c'était pas en euros. Je me souviens plus bien, mais le premier boulot c'était une espèce de... C'était pas officiel, mais c'était comme un stage en fait. Moi je me l'ai pris comme ça. Mais de toute façon, le droit du travail en France est quand même assez carré. Les employeurs font pas ce qu'ils veulent, les salariés non plus. Enfin, tout ça c'est bien cadré. Et il y a des conventions collectives. Vous pouvez la télécharger, la convention collective. Donc vous avez les grilles de salaire, branche par branche, 2D, 3D, stop motion, dessin animé. Il y a tout. Tous les postes, animateurs, assistants animateurs. Il ne faut pas que ça soit un tabou d'en parler aussi entre vous. Justement, au sein d'un même studio, combien tu gagnes sur le même poste, ça permet de se situer, de se comparer et d'avoir des éléments d'argument derrière. En France, on ne parle pas trop de salaire entre nous. Mais en réalité, il ne faut pas hésiter à le faire, parce que c'est une façon qu'a le patronat de diviser pour mieux régner. Okay. Donc voilà, j'ai fait mon gauchiste. Il fallait bien ça. Donc je pense qu'on peut finir là-dessus. Si vous avez des questions plus tard, notre bureau est là-bas, de toute façon, vous pouvez venir nous voir. Mais même, on a une boîte mail. On vous mettra l'adresse mail... Dans la description. Voilà. Au pire, on l'affiche à l'écran maintenant. Allez hop. Mettez votre doigt quelque part. Voilà, on l'affiche ici. Ok. Et merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Un plaisir. Quand vous voulez, si vous voulez le refaire. On aura des chouquettes cette fois, on aura à manger. Ouais, parce que nous, on nous a dit 3D café, il n'y a pas de café, il n'y a pas de thé, pas de chouquettes. On est là. Demain matin, on est là. Même si on n'est pas filmé, on veut bien manger des chouquettes et boire du thé. Mais bon, voilà.
Mais mettez des cafés, des trucs, des thés, ça va être rigolo. Ouais, on voulait faire ça et Enfin, puis... on s'est fait avoir en fait. Moi, je réclame un retour, une émission retour pour avoir le droit aux chouquettes et au thé. Ok, super. Avec du thé, des chouquettes et des pains au chocolat. Ça marche. Les prochains invités, c'était... Ah oui, c'est vrai. On avait invité. Bah du coup, on avait dit que... Animateurs. On avait dit Du les coup, ce sera animateurs. les animateurs. Du coup, ça sera Camille Campion avec Luc. Et encore une fois, merci d'être là. Merci Bon, beaucoup. Merci. Est-ce qu'il faut Merci faire à un vous. clap de fin? Tu fais ce que tu veux. Clap de fin.